Alhamdulillah. Donc, Akhil Aziz. Ah, ça avait coupé. C'est les 4 heures en fait de live à partir de quand tu fais 4 heures. Pour certaines personnes, je sais pas pourquoi, pour certains comptes, quand tu atteins 1 heure, c'est fini. Bah moi, alhamdulillah, je peux faire 4 heures et à ce moment-là, ça se coupe. Donc, Ah, on continue sur ce qu'on disait, à savoir que c'est très violent, la manière dont, tu vois, moi, j'avais pas encore abordé directement les propos exacts, mais ce que j'avais pu voir sur des petites vidéos Instagram euh, de ce qu'a dit, résumant ce qu'a dit Poutine, c'est encore plus violent que ce que j'imaginais, que ce que j'avais entendu, pardon, parce que Poutine dit clairement que la puissance, la plus grande puissance moderne, c'est la Russie. Donc lui, clairement, il le dit. Il dit, oh là là là, plus puissant que les États-Unis, plus puissant que la Chine. Bon, que la Chine, d'accord, mais même que plus puissant que les États-Unis. Après, c'est sa posture, c'est son propos. Euh, c'est la Russie. Donc, Et ce qui est impressionnant, c'est que malgré que ce soit la première puissance, comme il dit, il a perdu lourd quand même pendant le conflit parce que il y avait des vidéos qui ont tourné, des chars russes, des hélicoptères, des avions russes qui tombaient, qui étaient vraiment détruits. Et c'est là qu'on voit que quand même l'Ukraine, hein, pourtant on parle de l'Ukraine. Est-ce que les Russes vont se faire humilier par l'Ukraine? C'est ça la question. je pense pas, mais en tout cas, il y a des belles actions ukrainiennes, ça c'est sûr. Et pourtant, l'Ukraine, je sais pas, ils sont classés combien, mais là, j'ai l'impression de voir la France avec le Mali, là. Attends, on va regarder Ukraine, 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 euh, Global Fire Power. Regardez quel est leur rang. Merci Google d'être lent. Alors, 2022, Ukraine, Military Strength. Selon des sources, il s'agit de la deuxième armée la plus... Ouais, ça, c'est selon Wikipédia. Il s'agit de la deuxième puissance du monde hors nucléaire, derrière les États-Unis, selon une étude de janvier 2022 de Global Firepower, qui analyse les données militaires. Là, on parle de la Russie, là. Non, non, je parle de l'Ukraine. C'est bizarre parce qu'ils sont au rang 22. Ça veut dire qu'ils sont quand même plus avancés que bah, l'Irak, c'est sûr, hein, c'est 36, un truc comme ça. Ils sont au rang 22. C'est... Ça va, hein? Ah, ouais, ça m'étonnerait pas que la Russie plante quand même pas mal, hein. Ça va quand même. C'est assez respectable. Mais surtout qu'en plus, ils se sont renforcés militairement en 2022 aussi. Ils ont eu pendant un certain temps des nouveaux arrivages venant des États-Unis, venant de la Turquie. La Turquie, ça fait depuis des années qu'ils leur livrent des drones. Ça veut dire qu'au final, ils ont quoi de tenir. Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Et puis, ils ont bah, les États-Unis, est-ce qu'ils, pour le moment, ils ont, bah, de toute façon, la Turquie, c'est l'OTAN, donc forcément, ça sert les intérêts américains. Mais les Américains eux-mêmes n'ont pas fourni d'aide en tant que telle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai un bug là avec l'ordi. C'est dommage. Bon, ça va revenir. Il est qu'1 heure du matin pour te dire. On a commencé tôt aujourd'hui. 21h30 à peu près. Oh, c'est ça? J'ai commencé d'abord, en fait, 21h15, j'ai commencé un premier live. Ça s'est coupé.
au bout de quelques minutes parce que j'avais plus de batterie. Et j'ai relancé et on a fait 4 heures, alhamdoulilah. Et là, il est 1 heure du matin. Bah, d'habitude, sur Facebook, on fait jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais tu vois, c'est très profitable parce que viendront de belles surprises bientôt, Inch'Allah. Euh, Inch'Allah. on va organiser pas mal d'événements dans le réel, euh, Inch'Allah, très fréquents. Et sur des thématiques telles que les idéologies qui tiennent en étau les musulmans, que sont le néoconservatisme pour le bloc ouest et l'eurasisme pour le bloc est. Parce que nous sommes toujours, comme encore une fois, moi je suis d'avis de l'agence Step News arabe qui dit clairement que nous vivons la seconde guerre froide. C'est un fait, hein, parce que les Russes, là, par contre, ils sont déterminés, c'est ça le truc qu'il faut dire, ils sont déterminés. La Chine, la Chine veulent Taïwan. Ils vont dire, les Américains sont occupés là-bas, nous, on va faire ça. On en profite, Les- En fait, là, c'est l'occasion pour tous ceux qui veulent faire partir les Américains, les dégager de loin. c'est ça, C'est le moment de faire les trucs. c'est Franchement, ça. c'est le moment. Bah, tout le monde en profite, hein, c'est-à-dire que les populations, notamment de tout le sud économique, il y a un anti-américanisme dans tous les pays où l'Amérique est intervenue. Ah Partout, oui, Corée du Nord, ils s'entendent pas. D'ailleurs, ça me faisait rire les clashs Trump et Kim Jong-un, ça me faisait trop rire. Les clashs Twitter, oh là là, c'était épique à ce moment-là. je vais Il y avait, t'envoyer. Ouais, il y avait quoi encore? Il y avait les Russes et les Américains, ils se sont jamais entendus. les Iraniens, Les Iraniens aussi. L'Irak, ils les tolèrent. Bah, Bachar al-Assad, il les tolère même pas en vrai. C'est juste qu'il a pas assez de force militaire c'est ça. ou une assez grande. Et en Irak, il y a les milices téméraires qui affrontent les États-Unis, mais en tant que tel, oui, le gouvernement irakien, lui, non. Exactement, la Chine n'a pas traîné pour saisir l'occasion. Exact. Ah oui, mais même la Corée du Nord, hein, ils vont saisir l'occasion. Par contre, après, moi, ce que je crains, c'est plutôt pour les pays qui sont trop proches des Américains, comme le Japon et la Corée du Sud. Faut faire attention. Mais par contre, le Japon, eux, les connaissant, eux, ils seront capables de refaire comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, monter dans des avions et se faire exploser sur des choses, hein. Mais Eux, c'est c'est ça. connu. Le Japon, de toute façon, le chef des armées, même le ministre de la Défense japonais, ça fait des années qu'il pousse pour qu'il milite afin que la constitution japonaise soit modifiée au niveau de l'utilisation des forces armées japonaises, puisqu'il a peur de la Chine, il craint la menace chinoise, et les Japonais sont capables de se défendre contre les Chinois, sont même capables de l'emporter sur certains fronts. Et du fait de leur posture, leur position maritime, de leurs avantages, les Japonais, s'ils avaient l'autorisation enfin, s'ils ne s'étaient pas autocensurés, n'avaient pas inscrit dans leur constitution l'interdiction d'employer leurs forces armées, ça ferait assez longtemps qu'ils auraient déjà mis des pressions militaires aux Chinois. Et effectivement, les Japonais, comme tu as dit, ils ont un esprit sacrificiel, un esprit via bien sûr le sacrifice shintoïste ou celui, enfin, qui est directement lié au shintoïsme, c'est-à-dire le samouraï, l'esprit samouraï traditionnel qui, voilà, a amené, comme tu l'as dit, les kamikazes, les combattants du souffle divin en fonction de la traduction, en tout cas ceux qui se sacrifiaient pour la noblesse, puisque kami, ce n'est pas forcément Dieu, mais c'est
tout ce qui a trait à la noblesse, effectivement, les Japonais sont capables de combattre. Ils ont vraiment la volonté de combat. Ah, mais par contre, le seul problème qu'ils ont, eux, c'est leur population. Elle se réduit de jour en jour, ils font de moins en moins d'enfants, alors que la Chine, eux, c'est vas-y, on produit. Mais justement, faut faire attention par rapport aux Chinois, parce qu'on a l'impression que eux, ils ont une démographie importante. Les Chinois, tout à l'heure, je lisais un article et j'étais assez étonné, mais en réalité, non, parce que euh, c'est dans la logique hein, de leurs différentes décisions qui ont précédé, enfin qui ont marqué ces décennies, à savoir empêcher de faire des enfants, réduire la natalité. In fine, la natalité maintenant, on a le droit d'avoir plus de deux enfants en Chine, mais pour autant, il n'y a pas tant de naissances que ça. Les Chinois ne sont pas très, en termes de natalité, ne sont pas au top du tout. Vraiment, il y a des difficultés pour eux, peut-être au niveau du fait l'ultra, enfin peut-être du fait de l'industrialisme ou d'autres choses, mais les Chinois ne font pas beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, il y a une perte démographique, s'il y a un recul démographique japonais, il y en a aussi un chinois. Mais bon, ils Mais sont quand même plus d'un milliard. les Japonais, oui, ils sont plus d'un milliard, mais les Japonais, je pense que eux, leur problème, c'est que ils veulent trop avancer dans la technologie, ils veulent se faire remplacer par les robots. Ils sont vraiment dans leur monde du univers manga aussi, hein. Faut pas le cacher, hein. Ils sont Ah à fond. oui. Ah, bientôt, j'en suis sûr, ils essayeront de créer des armes, mais style Évangélion, quoi. Non, mais Gundam. juste. Non mais c'est vrai, hein. Ah oui, non, mais ils sont vraiment dans leur culture manga, eux, c'est vrai. C'est Ah, d'ailleurs, les bon, Gundam. Comment? c'est pour ceux qui connaissent pas trop les mangas, c'est dommage parce que vraiment, eux, ils sont vraiment dans. Ils essayent d'apporter en fait ce qu'ils font dans les mangas une réalité. C'est C'est ça ça. en fait qui est surprenant. Ouais, les armures métalliques à taille, les armures métalliques gigantesques, voilà, en soi, c'est des exosquelettes, hein, ça renvoie presque à ça. C'est presque des exosquelettes, et les exosquelettes, c'est déjà en circulation depuis très longtemps. Donc là, en résumé, il serait question d'exosquelettes armés, euh, et c'est totalement plausible. C'est totalement plausible. Quand on regarde les avancées de sociétés telles que DARPA euh, et d'autres, ce genre de compagnie-là fait avancer la technologie militaire, fait avancer, l'amène à un stade jamais atteint précédemment. Donc on continue le fil d'actu. Euh, on en était arrivé à à l'endroit où Poutine dit que voilà, il est la puissance, que son pays est la puissance, la plus grande puissance au monde. Bon, ça a été encore une fois il a été prouvé que même si tu es la plus grande puissance du monde face à, enfin, en état de guerre, en situation de guerre, c'est beaucoup plus relatif. Ta puissance est remise en cause hein, par les événements. Donc, Mais surtout pour choquer aussi un peu le monde. C'est comme les Américains, première puissance mondiale. Mais ça ne leur a pas empêché de perdre des milliers de soldats en Irak. eh oui, Avec des destructions matérielles militaires impressionnantes. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que tu peux, tu peux être la première puissance mondiale et perdre tout d'un coup, en fait. exact. Clairement, la puissance sur le papier, la puissance théorique, ne te permet pas de t'avancer. C'est-à-dire, parce que c'est aussi un jeu de fierté,
d'avertir l'ennemi en lui disant, voilà, moi je suis fort, donc reste à ta place, entre guillemets. Mais arrivé sur le terrain, bon, effectivement, les structures étatiques, c'est les premières qui prennent, hein, c'est les premières qui sont détruites, gouvernementales et tout ça. Et ensuite, une fois que le pays est, entre guillemets, pacifié, bah, tu as, bah, l'atlantisme, lui, décide de toujours rester, de toujours garder un pied à l'endroit en question. Bah, l'eurasisme, pas tant que ça, mais dans le cas syrien, si. Et quand on voit justement que des soldats russes sont capturés, sont exécutés par les divers groupes insurgés, on se rend compte que voilà, la puissance c'est très relatif. La puissance militaire, c'est vraiment. Juste, je vais dire une chose encore, c'est quoi? Macron, il parle dans 20 minutes. Mais dans 20 minutes, Ouais, depuis l'Élysée, je viens de tomber sur l'info, en fait, je regarde, c'est pas et, ah, à 2 heures du matin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort pas là, en fait. Vraiment, mais il est comme nous, quoi. il est en sueur. Ouais, il stresse. Ah, mais c'est quelque chose, hein, ce président. Et Il fait faut plus. qu'il se calme, hein, il va faire une crise cardiaque, sinon. T'as dit quoi? Il faut qu'il se calme, hein, parce que sinon il va faire une crise cardiaque. Ah, mais clairement, là, il y a. En fait, à chaque fois, il se prend des coups de pression internationaux. La dernière fois, c'était contre Erdogan. Cette fois-ci, c'est contre Poutine. Mais en fait, à la base, personne ne lui a demandé de se mêler de ça. C'est lui qui aime chercher les problèmes. C'est malheureux, mais c'est ça, en fait. Non, mais. Je pense que ça aurait été même François Hollande. François Hollande, il n'aurait rien fait. Ah Nicolas oui, Sarkozy, il aurait dit, c'est pas mon problème. bien sûr. Jacques Chirac, Jacques Chirac est encore pire, lui, il aurait fait, vas-y, fais ce que tu veux. Tu vois, ils étaient assez intelligents parce qu'ils conservaient leur place à l'international de choix. Maintenant, la France n'a plus de position. C'est fini. Tant qu'il n'y aura pas un retour aux idéologies classiques, hein. Faut qu'il revienne à la méthode gauloise de Vercingétorix. Peut-être que là, il sera encore plus viril, un petit peu plus. Ah oui, là, c'est face aux Romains. Bah, les Romains actuels sont les Américains. Et la France est valet de l'Amérique. Bon, bah, mon ordinateur fait des siennes. Bon, c'est pas grave. En tout cas, effectivement, l'Ukraine montre qu'elle est capable quand même de se défendre. Mais en fait, après, le problème, c'est qu'on a des sources d'informations, mais il faut toujours vérifier parce que souvent, c'est des. Par exemple, je peux tomber sur des sources d'informations pro-russes qui est de l'exagération. Je peux tomber sur des sources pro-ukrainiennes qui est de l'exagération parce qu'on n'a aucune image, rien de filmé. Exact. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que l'Ukraine, euh, ce qui est très intéressant par rapport à l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, malgré tout, c'est les drones turcs qui leur permettent de résister. Exact. Et les Turcs sont les premiers que l'Ukraine a appelés au secours, d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est que la Turquie ne pourrait pas intervenir comme ça. La Turquie peut intervenir, mais s'il y a une autre présence militaire avec eux, telle que les Américains, telle que peut-être la France même. Et encore non, même la France, non, je pense que Erdogan, il leur dira si c'est avec vous, laissez tomber, parce que si c'est pour combattre avec des pop-home girls, c'est bon. Bien vu, bien vu.
Ouais, je te jure, les Ukrainiennes. Mais limite, même les femmes ukrainiennes ont plus de virilité que l'armée française. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai plus de respect pour les femmes ukrainiennes, quoi. Ah oui, il faut le dire. Hein. Il faut dire ce qui est, malheureusement. Et limite, même si demain la France, elle me dit, mais pourquoi tu dis ça alors que c'est ton propre pays? Mais c'est pas parce que c'est mon propre pays que je vais te cacher la vérité. Les femmes ukrainiennes qui vont se battre, elles ont, comme on dit, plus de courage Mhm. que vous. Ah oui, bien sûr. Parce, parce que eux, si vous, parce que moi, ça me fait rire, Macron, Gérard Darmanin, tout ça, là. Ouais, Jean-Michel Blanquer, tout ça. Ouais, si la Russie envahit l'Ukraine, on fera une intervention rapide. Mais quelle intervention rapide vous faites? Vos soldats sont juste à côté. Leur intervention rapide, c'est quoi? Jouer aux échecs? D'ailleurs, à ce sujet, la tactique militaire turque sur le terrain, est-ce qu'au sol, parce que de ce que j'ai vu, au sol, les Turcs ne sont pas. On avait entendu, enfin, tu m'en avais parlé, hein, les Turcs sont plus dans la retenue, dans le repli. Euh, y a-t-il une efficacité de l'infanterie? À vrai dire, infanterie, peut-être pas trop, parce qu'on le voit que malgré tout, quand ils sont entrés au front contre l'État islamique au début et après contre les Kurdes, ils ont perdu pas mal de soldats. Mhm. Euh, c'est vrai que malgré tout, ils ont quand même peiné, parce que je me souviens bien, il y avait une source d'information en 2016 qui disait qu'un seul combattant de l'État islamique avait réussi à reprendre un village en chassant toute une force armée Turc? pro-turque et de la Turquie. Un seul combattant. Ah, mais... Ah, continue. Et par contre, là où je peux dire que les Turcs sont très bons, en fait, c'est juste pour conseiller militairement ou Mhm. utiliser les drones ou l'aviation. Il y a juste ça, mais sinon au sol, ils sont, on va dire, pas si terribles que ça. Vraiment, aujourd'hui, je ne vois pas. Franchement, j'ai envie de dire que même les Égyptiens, enfin, même les Égyptiens, ils sont quand même, ils sont à peu près au même niveau que les Turcs dans le classement. Mais de ce que je vois, les Égyptiens euh, sont un peu plus en. Tu sais, au Sinaï, on les voit plus prendre de risques que. Bon, au Sinaï, ils ont compris, hein, face à l'EI, pareil que euh, aujourd'hui, concrètement, la formation militaire, la seule capable organisation dont les soldats sont capables de se battre au sol directement, euh, c'est l'EI, c'est l'État islamique. Mais dans les armées régulières, à part, c'est vrai que je ne vois pas grand monde, à part ouais, peut-être les Tchétchènes, hein, les Tchétchènes qui sont aussi issus de cette culture djihadiste. Algérie aussi, parce que franchement, quand je vois qu'il y a très peu d'opérations djihadistes en Algérie, c'est qu'il y a franchement Oui, une armée militaire qui sait comment les calmer, les contenir, quoi. Parce que faut se rappeler que l'Algérie a connu le GIA qui est encore bien pire que l'État islamique et que Al-Qaïda. d'ailleurs que Adnani a condamné dans un audio en parlant d'abord du fils et de la débandade qu'a connue, enfin la suite, hein, parce que GIA c'était vraiment n'importe quoi. Ah Groupe. oui, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, même pour dire, la force algérienne, c'est considéré comme la deuxième puissance du Maghreb. Mhm. Et pourtant, c'est même la dernière fois, la France voulait que l'Algérie intervienne au Mali avec eux. Mais l'Algérie a dit,
ce pays-là, ça ne nous concerne pas. Mhm. Heureusement qu'ils ont fait ça, parce qu'ils conservent leur... Ils s'embourbent pas dans un conflit. De toute façon, ça ne fait qu'affaiblir. Voilà, Ouais. c'est que surtout qu'en plus, c'est un pays, c'est... En fait, l'Algérie, c'est compliqué. C'est Mhm. la plupart, en fait, des chefs des milices d'Al-Qaïda qui étaient en Algérie, ils ont dû fuir au Mali. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Algérie leur mettait tellement la misère qu'ils étaient obligés de fuir. Et pourtant, il y a encore des groupes là-bas, des mouvements et tout. Même parfois, la France accusait l'Algérie de faire rentrer illégalement des djihadistes, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Mais Mhm. encore ça, c'est des preuves qu'il faudrait les trouver. Mhm. Ça ressemble aux accusations concernant le régime syrien, un petit peu. Et aussi la Turquie, comme quoi la Turquie aiderait l'État islamique. Ah, il y a une armée aussi qui au sol est efficace, c'est les Iraniens quand même. Oui, les Iraniens sont très efficaces, mais par contre, eux, c'est vrai qu'on m'a dit, c'est leurs bombardiers, ils sont très très bons. Ah, ah. Ils ont, ils ont des bons missiles. Ah bah oui, 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 la culture du missile, c'est vraiment chez eux. D'ailleurs, Hassan Nasrallah faisait un discours récemment, il y a un mois, je crois. Bon, lui, il est ultra productif. S'il faut encore une fois prendre un modèle chez des adversaires, puisque clairement adversaire du sunnisme, euh, dans certains conflits, s'entend, bien sûr, pas tout le temps. Le Hezbollah, oui, donc Hassan Nasrallah avait tenu un discours, donc ouais, il est ultra productif parce que hier il sort une interview de 50 minutes. Il y a un mois, il fait un discours de 2 heures, entre les deux, il fait 3, 4, 5 interviews d'1 heure. Et ce qui est intéressant, oui, c'est la menace qu'il avait faite à Israël, la récente menace, en disant non, pas Israël, aux phalanges, enfin, aux combattants chrétiens, parce que je ne sais même pas si on continue de les appeler phalanges actuellement, mais les groupes chrétiens armés, en leur disant nous avons 100 000 combattants, et donc l'information, elle avait été prise avec des pincettes, donc il y a eu, on ne sait pas exactement combien, mais les experts disent que c'est un peu poussé quand même. Et donc, pareil, à chaque fois, revendication au niveau des missiles, voilà. Donc, les missiles, pour les Iraniens, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et surtout, c'est pour dire aussi, c'est quoi? C'est que le Hezbollah, pour être, on va dire, un peu juste, c'est quoi? C'est qu'ils ont une notion de djihad, par exemple, qu'ils comprennent mieux que certains sunnites, en fait. C'est que Oui. eux, par exemple, dans leur idéologie, quand ils vont prêcher leur djihad, ils vont dire, oui, votre djihad, c'est l'amour pour Hussein, un Ah truc comme ouais. ça. Ah, Alors que nous, quand on parle de ça, oh, c'est un nefs, c'est tout. Il n'y a que le nefs, hein. Tu leur demandes de secourir les opprimés palestiniens, secourir les opprimés syriens, même juste les Ukrainiens, ça serait des musulmans, tu leur parlerais de secourir les opprimés. Par contre, là, non, ils seront capables de te lancer des fatwas pour secourir l'Ukraine. Je t'assure, non mais j'ai vu des réactions de musulmans, laisse tomber. Des réactions de musulmans qui prétendent enfin, qui confondent en réalité tout, qui confondent les sujets et les thématiques et qui vont dire que les Ukrainiens souffrent de la tyrannie de Poutine comme les Syriens, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport. Les Syriens eux-mêmes, il n'y a pas encore eu il n'y a pas eu de bombardement encore intensif contre des positions militantes. Parce que les Russes, tu vois, contrairement à la propagande complotiste pro-russe, les Russes sont réalistes vis-à-vis des djihadistes. Ils disent que ce sont des gens qui existent, déjà, ce ne sont pas des fantômes, et que, en réalité, c'est les seuls qui, aujourd'hui, tout théâtre conflictuel confondu, sont les seuls qui ont une efficience au sol. Ce sont les seuls. Par exemple, les Philippins, on a vu, hein, euh, notamment les vidéos de leur bombardement.
des bombardements ingénieux où Mindanao notamment était dans les flammes, mais c'était vraiment des champignons partout. Euh, et au sol, les combattants de l'EI continuaient à dire, voilà, à défier les Philippins et les Américains qui les soutiennent directement, à venir combattre au sol. Et c'est vrai que, à part certaines armées d'Asie telles que l'armée thaïlandaise ou l'armée indonésienne et encore, mais les Thaïlandais, ils sont rompus aux arts martiaux, par exemple. C'est vrai que eux, ils sont. Oui, mais quand tu les vois avec leurs acteurs Tony Jaa, les trucs comme ça y est. Bah d'ailleurs, il y a Boakao, le grand boxeur thaï, qui est instructeur militaire aussi. En fait, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que dans les pays d'Asie, quand tu rejoins l'armée, tu dois savoir faire des arts martiaux. C'est ça. C'est primordial. Chez eux, c'est pour ça que en France, on va te former à l'armée, mais on va te former après à te battre à la main. On va t'apprendre juste le self-défense. C'est ça. Mais inutile. Le mec, il est armé à 10 mètres de toi, il te tire une balle. Toi, tu crois que tu auras le temps de faire ton self-défense. Mais le Chinois, il te fera un salto retourné, il te prendrait ton arme, il te mange. C'est ça, c'est ça. Mais on a vu les entraînements aussi de l'EI qui clairement forment aux arts martiaux. Ah oui, eux, ils forment tout style boxe, karaté, tout en fait. De toute façon, on a souvent cette, enfin, pour les personnes qui ne s'intéressent pas plus que ça, hein, ou qui ne sont pas familiers avec ça, mais l'Irak, c'est en Asie. Donc il y a une culture, c'est-à-dire si nous, on est admiratif de l'Asie à travers justement les productions cinématographiques, etc., qu'en est-il des Irakiens ou des Syriens qui sont en Asie? Donc quelque part, il y a un modèle hein, au niveau des armées régulières qui est pris et qui est ensuite réemployé par l'EI enfin, et aujourd'hui c'est que l'EI en fait, puisque Al-Qaïda eux-mêmes, hein, franchement, à part quelques, s'il y a certains terrains d'opération, comme on l'a dit encore une fois, les Shabab, bon, ils sont plus vraiment avec eux, mais on a l'Afrique de l'Ouest, le Sahara. D'ailleurs, Iyad Agrali est vraiment étonnant en termes de longévité. Ah oui, non, mais c'est pour dire que même en 2015, moi, franchement, on me disait évite les chouïrs d'Al-Qaïda et tout. Bon, j'en écoutais quand même. Et moi, c'était le chouïr aujourd'hui qui est le dirigeant de ACPA. Moi, il m'impressionnait comment il prêchait. Khalid ibn Omar al-Batarfi, un truc comme ça. Oui, 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 oui. Il est impressionnant quand il prêche. Oui. Lui, Mhm. c'est Surat, Tafsir, euh, poète, Mhm. Ah, oui, hadith. Non, c'est mais impressionnant. les qualités du leadership. En plus, il était même pas leader encore à l'époque. C'est ça. Et en plus, moi, ce que j'aime bien en fait avec la méthodologie d'Al-Qaïda, qui était un peu contraire de l'État islamique, c'est que eux ils touchent un peu tous les sujets en fait. Naam. Eux, ils touchent, on va dire, par exemple, ils peuvent te faire le tafsir surat al-Fatiha, ils peuvent te faire euh, une doros sur les annulatifs de l'islam, par exemple, une doros sur, comment ça peut s'appeler? Ah, pas bien des sujets, on va dire. Mhm. Bah, très large, hein, tu sais, même de fiqh, même sur des, Ah par oui, exemple, sur Ilm al-Hadith, ils sont connus quand même, hein, Ben Laden, Zawahiri, notamment. La maîtrise de l'arabe de Zawahiri, elle est, s'il y a vraiment une qualité qu'on ne peut pas lui retirer, c'est la maîtrise de l'arabe. mais par exemple, moi, ce que j'aimais bien, par exemple, avec. Moi, j'aimais bien, c'était la doros, l'explication du hadith de Ka'b, un truc comme ça, quand il n'était pas allé à Ghazouat al-Tabouk. Ah, J'ai bien aimé ce hadith, son explication, naam. Bah, que même il avait
interdiction, il était boycotté, entre guillemets. Oui. Il en a fait une explication pendant 1 heure, mais vraiment impressionnante. Ben, c'est là où justement on a même par exemple Raslan l'Égyptien qui s'est mis vraiment sur l'analyse des discours des organisations djihadistes. Il reconnaît la qualité philologique, hein, la qualité même dialectale de, de ceux qui écrivent les discours, de ceux qui tiennent des douros. Parce que voilà, bah, par exemple, au niveau de l'organisation EI, il y avait Zarqawi qui donnait de vrais douros, lui. Ah oui, lui aussi, il était impressionnant, Zarqawi. Hein. J'ai pas pu écouter toutes ces Doros en entier, mais il y en a certaines, il a des paroles, mais franchement, je me demande comment il a pu les trouver, hein. C'est ça, et vraiment la maîtrise de l'arabe, vraiment. C'est-à-dire, déjà, il creuse dans les livres, il creuse dans les textes, et puis tu vois, je sais pas, moi, par exemple, la notion de Ummatun Walud. Ummatun Walud, enfin, c'est des notions que tu vas trouver vraiment dans les kutub et qui sont peu mises en avant. C'est-à-dire, tu prends les cassettes, tu prends bon, maintenant c'est des vidéos, mais tu prends les audios de Ibn Uthaymi, tu prends les audios de Al-Albani, tu prends les audios d'Ibn Baz. Chez eux, il y a vraiment un contenu très fort, hein, si on s'intéresse au Hanabila. Il y a un contenu très fort. Ils ont couvert toute la science religieuse, hein, entièrement. Et ben tu prends certains, notamment si on s'intéresse au porte-parole de l'EI, celui qui est le plus fort, qui a duré le plus longtemps, c'est Adnani. Adnani, il a vraiment Ah oui, apporté. lui, c'est d'ailleurs alors, lui qui a fait le plus d'audio, qui a été le plus charismatique. Exactement. Hmm. Par exemple, Afwan. Je le connais pas. Je le connais pas. Euh, si on prend l'exemple, je ne sais pas moi, de discours tels que l'Irak ou ya Ahl Sunnah, l'Irak aux gens de la Sunnah, euh, si tu mets pas son nom derrière et que tu écoutes juste le contenu ou que tu lis juste le texte, il y a aussi un contenu géopolitique très fort, très très fort. Par exemple, quand Adnani donne le nombre de barils qui a été largué sur eux, sur l'organisation, enfin sur la population finalement, puisque c'est la population qui prend, euh, qui souffre de ça. Euh, Franchement, c'est vraiment fort, vraiment très très fort. Bah parce que en même temps, eux, ils sont issus de la période encore AQ. Clairement, ils Ah sont. oui, mais c'est comme Abou Moussa Bazarka. Oui, Ah oui. il est qu'en Irak, hein. Il te prévoit déjà d'Abik, hein. Mhm, mhm. C'est impressionnant parce que on voit qu'il avait déjà une volonté de la Syrie, en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça d'expansion. Non mais il y a une stratégie hein, que les Russes, justement, contrairement aux Américains, ne méprisent pas. Ils ne méprisent pas. Ils sont réalistes par rapport à ça. Euh, c'est ce que disait même Ben Laden lui-même, hein, les Russes, il disait ça comme ça, nous avons combattu les Russes, nous l'avons emporté, donc les Américains, pour nous, ce n'est rien du tout. Enfin, quasiment, il disait que ce sera encore moins difficile, voilà. Et la puissance militaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de propagande des armées régulières, notamment la propagande turque. Tu as l'impression qu'ils se baladent comme ils le veulent, qu'ils traversent les territoires, mais en réalité, non. Tu les vois pas dans les déserts, tu les vois nulle part. Tu les vois qu'en périphérie des grandes villes, c'est tout. C'est comme l'armée irakienne, hein. Dès qu'elle sort, elle est en train de trembler, hein. C'est ça. Là, Moi, ça me fait parce que des fois, je reçois des informations, mais c'est vraiment impressionnant. Quand ils vont d'une ville à une autre, ils accélèrent tellement au point de se faire des accidents, quoi.
Non mais franchement, euh, t'as des actions qui sont vraiment. Bah, par exemple, l'un des derniers reportages sur France 24 concernant la résurgence de l'organisation État islamique, on a donc on a les forces spéciales irakiennes avec leur bel équipement, tout beau, tout joli, bien foncé, vraiment de belles armes et tout ça, des belles tenues. Et la journaliste dit en off, et derrière, il y a les forces américaines, mais qui ne voulaient pas se montrer à la caméra. Donc c'était dans une réunion des forces spéciales irakiennes, et les Américains ne se montrent pas à la caméra, mais ils sont toujours là. S'il n'y a pas les Américains, il n'y a pas d'armée irakienne. S'ils sont pas là, l'Irak tombe en fait, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment c'est flagrant. Et donc les Ukrainiens, messieurs les Ukrainiens, donc, ah bah alors c'est Après, reparti. il y a peut-être aussi une autre armée qui peut rivaliser au sol, c'est les talibans. Ah mais c'est vrai que leur équipement, leur organisation, d'ailleurs, pour ne pas confondre avec la force Al-Quds iranienne, on a une brigade, enfin une brigade ou une aile même de l'armée talibane qui est, tu sais, ils sont toujours habillés en blanc. Enfin, ils sont cagoulés. Enfin, non, c'est les forces spéciales. Ils sont vraiment habillés, ils sont cagoulés comme les forces spéciales régulières. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Section 22 ou je sais plus comment. Euh, Et même les talibans, moi je m'en souviens, les... ils ont des capacités de frappe au sol, c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, là, ils se font prendre dans leur propre jeu par le I, en fait, c'est ça le problème. mhm, c'est ça. C'est comme le dit Wassim Nasr, hein. Mhm, Les talibans, ce sont des terroristes, mais ils se font contrer par un autre groupe terroriste. En fait, c'est du contre-terrorisme qu'ils se prennent. c'est ça. Et pourtant, plus, le pire, c'est quoi? C'est que l'État islamique agissent avec leur même méthode. C'est ça, en Mhm, fait, le plus surprenant. mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2001, les armées régulières concentrent leurs efforts contre les djihadistes, contre l'islamisme militant. Mais depuis 2013, 2014, bah, les armées du monde se concentrent contre un seul ennemi, l'État islamique. Et pareil pour les talibans. Les talibans, en fait, tout ce que les talibans possèdent aujourd'hui, bah, c'est du matériel de dernier cri, de pointe. Mais ça, si ça tombe entre les mains de l'EI, justement, ça va être encore plus dangereux vu les hélicoptères et les avions qu'ils ont. Ça va être encore plus fort qu'en 2014. Surtout que selon des sources, ils sont déjà plus forts qu'en 2014. Voilà, sans avoir de matériel forcément conséquent, ouais. Et surtout qu'en fait, le plus impressionnant, c'est qu'ils ne font quasiment plus d'attaques à la voiture piégée, plus d'attaques, Uhum. euh, on va dire, des opérations à la ceinture explosive, des opérations comme ça, en fait. Ils en font plus beaucoup, en fait. Ah, Maintenant, c'est vraiment, ils laissent les armées sortir dans le désert, se prendre des engins explosifs qu'ils ont placés, ou sinon ils font des embuscades, mais très serrées, c'est tout, c'est ce qu'ils font. mhm, mhm, C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, ils ont la capacité de le faire, mais c'est qu'ils essayent de préserver le plus de soldats qu'ils peuvent. c'est ça. Surtout qu'en plus, quand tu es en position de faiblesse, tu sais pas, parce que même dans des embuscades, ils peuvent perdre des soldats, donc Mhm, du coup, ils se disent, on évite les opérations comme ça, même si des fois ils l'utilisent, hein. Ça s'est vu. Bagdad l'année dernière, ils l'ont fait 2 fois à Bagdad. mhm, D'ailleurs, c'était impressionnant parce que 2 fois ils ont fait à peu près des trentaines de morts.
Et d'ailleurs, je pense que même l'année. Mais en fait, on parle souvent de l'Irak en disant c'est l'Irak qui subit le plus, mais en vrai, le pays qui subit le plus, c'est le Nigeria. On n'en parle pas assez de là-bas. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est africain, c'est moins épique dans la culture, dans l'opinion, on va dire, euh, dans l'inconscient collectif, ouais, c'est moins, ça frappe moins. Pourtant, il y a la Somalie qui impressionne l'Occident. La Somalie, ça impressionne l'Occident. Les Shabab sont vraiment décrits comme les pires. Quoique, il y avait la période Boko Haram. Mais oui, quand ça a trait à l'EI en tant que tel, il y a aussi une politique journalistique qui consiste à ne pas faire de pub quand ça leur échappe. Quand ça échappe aux officines médiatiques, euh, faire de la pub pour cette organisation, enfin parler de cette organisation, ils considèrent que c'est leur faire de la pub. Attends, c'est que je m'allume la lumière. Vas-y tranquillement. En fait, c'est que ce qui est aussi impressionnant, c'est que malgré tout, euh, c'est qu'on peut voir en fait que ce qui se passe, c'est qu'au Nigeria, en fait, parfois, on n'a pas toutes les informations de ce qui se passe, même au Somalie. Mhm. Au Nigeria, par exemple, moi, des fois, je tombe sur des informations, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il n'y a personne qui en parle? C'est ça. Mais, mais des fois, je vois, il y a des embuscades ou des opérations, même parfois par jour, hein. Tu peux tomber sur 4 opérations ou 5 opérations menées. Mhm. Et d'ailleurs, il y en a une qui doit dater de 1 semaine et demie à peu près. Mais l'armée, une armée de 100 soldats sont tombés sur 4 engins explosifs qui leur ont explosé, puis ils leur ont tendu une embuscade, ça a fait au moins une trentaine de morts. Mhm. Non, mais c'est impressionnant. Nigeria, c'est vraiment, tu tombes que sur des embuscades, sur Mais c'est l'Irak de 2014, hein. C'est l'Irak de 2013, j'ai envie de dire. Oui, Euh, non, mais, mais plus fort encore. ah oui, parce que même à l'époque, quand c'était Boko Haram, ils le disaient, là-bas, c'était pire. C'était quoi? J'avais entendu quoi? Tous les ans, t'as au moins 1 ou 2 opérations qui fait plus de 100 morts là-bas. Mhm. Ah oui, quand même. Bah oui, Mais même. c'est vrai que Shebab, eux, ils ont fait la troisième attaque la plus meurtrière, et c'est l'État islamique en Irak qui a fait la deuxième attaque la plus meurtrière, Après le 11 septembre. après le 11 septembre. Ouais. C'est contre les Yézidis. Le massacre. Le massacre, en fait, après l'histoire qu'il y avait avec la jeune qui s'était convertie à l'islam et que ses parents ont tué pour crime d'honneur. Oui. Et d'ailleurs que ça s'est produit devant les Américains. Pour ça, c'était pas un crime, hein. Non, mais c'est juste pour remettre au contexte, mais c'est pas Ah un oui, bien crime. sûr. Et quand c'est l'État islamique, c'est un crime, c'est limite, c'est barbare. Non, mais Et même, c'est sélectif, oui. et même les forces kurdes étaient là, présentes avec les forces américaines, mais ils ont rien dit, ils n'ont pas bougé. Même les Kurdes, à ce qui paraît, il y avait des civils kurdes, ils demandaient que les forces kurdes bougent, Uhum. qu'ils disent quelque chose. Mais rien, rien. C'est au final, tu tombes sur une force armée qui s'en fout, en fait. Non, mais voilà, il y a une attitude sélective. Il y a aussi un manque de courage. Véritablement, personne n'a envie personne n'a envie d'affronter pas seulement l'État islamique, mais aussi JNIM actuel, donc Moujao de l'époque, Acmi de l'époque, enfin Acmi est toujours existant. Euh, oui, de toute façon, les armées actuelles ne sont pas formées, les soldats ne sont pas formés au combat au sol. Absolument pas. Là, ils sont formés, en fait, ils sont formés juste à tomber dans des embuscades, c'est tout. C'est ça. C'est juste.
C'est triste à dire, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais on en rigole, mais c'est la stricte vérité. Même moi, C'est de la stratégie, c'est-à-dire que le milieu militaire, euh, c'est bien l'un des domaines les plus concurrentiels. C'est là où même tu regardes une fois, je regardais une vidéo d'un combat, c'était un affrontement de lutte entre un soldat saoudien et un soldat américain. Et tu voyais, les Saoudiens, ils étaient là fiers, puisque le soldat saoudien a mis au sol plusieurs reprises les soldats américains. Et le fait d'en rire, justement, c'est parce que on constate les moyens qui sont engagés, les investissements, les entraînements, tout ça, pour même pour vis-à-vis des talibans, le monde entier a dit, mais en fait, regardez, des milliards par an, ça fait 20 ans que chaque année, les États-Unis déboursent des dizaines de milliards pour au final que tout ça retombe entre les mains des talibans. Effectivement, tu ne peux pas faire face à une volonté de combat euh, qui est animée par la foi, quel que soit les Shabab, hein, malgré leurs égarements parmi les plus durs, voilà, ils, ils ont la foi. Les Khawarij historiques étaient porteurs de foi, comme le dit Ali, ils étaient croyants musulmans et loin d'être des hypocrites, alors qu'ils combattaient les Sahaba, et ils disaient clairement cela à Ali. Euh, donc il y a une partie bien sûr qui est mariqa, qui sort de l'islam clairement. Mais par exemple les Shabab, on peut pas dire que ce ne sont pas des personnes on peut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. On peut dire ils sont dans l'erreur. On peut dire qu'ils font. D'ailleurs même le I ne fait pas le takfir de Boko Haram ou des Shabab, ça n'a pas de sens. c'est juste qu'ils ont de l'extrémisme Ouais, qu'ils veulent pas corriger. voilà, ils sont plus dans une rébellion, c'est ça, que dans un kufr. Le takfir est prononcé Et pour les factions qui laissent faire les puissances occidentales ou oui, qui abandonnent le combat, mais pas. Oui, tu disais, Afwan. et c'est comme pour dire, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, on a une communauté en France, c'est même parmi les pros EI et les pros Al-Qaïda, c'est ça en fait, c'est que on en a, ils se font le tekfir entre ces groupes. Un tel va traiter l'odeur Khawarij, un tel va traiter le Mordia. Et en fait, c'est C'est ça, en ça. fait, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois, quand on arrive, par exemple, tu vas mettre une parole de quelqu'un qui fait partie de Shebab, ou même juste, tu mets une parole d'Ayman al-Zawahiri, mais tu te fais incendier par les pros d'Aoula. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça, clairement. Il y a un parti pris. Euh, il y a un vrai parti pris, mais du coup, tu ne peux pas faire le travail que justement réalise quelqu'un comme Raslan, qui prend le temps d'écouter tout, et qui arrive et qui, sur le minbar, il arrive, et voilà, il dissèque le discours. Euh, c'est, Même moi, par exemple, comme je le dis, les chouïrs en Arabie Saoudite, je leur fais pas le tekfir. Cheikh Al-Fawzan, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Fawzan, euh, même Cheikh, pas Madkhali, mais bon, même lui, j'évite. Pourquoi? Parce que si jamais il se repent sur ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, et que moi je lui fais le tekfir et que je le fais sortir de l'islam, c'est moi qui serai dans l'erreur. exact. C'est pour ça que j'évite. En fait, le tekfir, c'est un... Tu peux le dire, tu peux faire le tekfir sur une preuve claire Mhm. qui est du coufre, mais qui te fait sortir de l'islam. Tu peux. Mais, mais par exemple, eux, on connaît pas leurs conditions. On sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont été menacés de mort? Est-ce qu'ils ont... Parce que ça se peut qu'ils soient menacés de mort. Le roi saoudien, lui, il en a rien à faire, hein. Il dit quoi? Il dit, mais
par exemple, Cheikh Al-Fawzan, il va le voir, il va lui dire, mais si tu fais pas ce que je te dis, moi je t'exécute. Et je m'en prends à ta famille juste après, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'ils peuvent avoir. Exactement, ça a toujours été, même à l'époque des imams du Salaf, il y avait des menaces de mort directes. L'imam Shafi'i, à chaque fois, il était convoqué et à chaque fois, il prononçait une doua spécifique, très belle, qu'il faudrait justement, dont il faudrait retrouver le texte exact. Et à chaque fois, il y avait des menaces très très dures. C'est ça que ceux qui idéalisent, ceux qui idéalisent les dirigeants ou qui idéalisent tel groupe, telle faction, ils oublient que tout ce que l'on vit a déjà été vécu. Tout ce que l'on vit a déjà été connu. Donc, quand tu lis des récits clairs où les premiers, ou les quatre Aïma, ne serait-ce que eux, recevaient des menaces directes, comment est-ce que tu peux penser qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas? Bien sûr que si, bien sûr que si. Les ulama ont toujours été les cibles, quelle que soit en plus de ça la discipline et quelle que soit la religion, les ulama sont toujours les cibles, les scientifiques sont toujours les premières cibles. On l'a vu dans la crise du Covid pour ce qui concerne la science médicale, ben, c'est les scientifiques qu'on a le plus attaqué. Mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est une Ummah où on forme des savants dans la science religieuse, mais on oublie de former des savants dans autres domaines. C'est pour Oui, ça qu'on y arrive. tout à Par fait. exemple, on- les Turcs, c'est là où ils se démarquent parmi les musulmans. C'est qu'ils ont des savants religieux, même pour dire Ebu Hanzala, qui est connu pour être un roulat, qui a du roulou. Ouais. Mais pourtant, il n'est pas pire que l'autre, là, celui qui est enfermé, là, Hazimi. Il n'est pas pire que lui. Ah oui, 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 bah, Hazimi. Mais Ebu Hanzala, il a des vidéos, parfois c'est la vérité, je vais pas le dire, il a des paroles de vérité, je les rejette pas. Mais par contre, son éloignement, je dis pas son égarement du style, il est sorti de l'islam, mais son roulou, je le renie. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on forme des savants, par exemple, dans la science religieuse, mais on oublie de former dans la médecine. On oublie, ou quand on les forme dans la médecine, ils vont partir en France. C'est ça. Et c'est ça qui est L'épistémologie, triste. malheureusement, l'épistémologie islamique est délaissée par beaucoup. Ne serait-ce que l'une des sciences qui nous intéresse le plus ici, la géostratégie. La géostratégie, c'est vraiment quelque chose Ah mais, Ah, ah mais moi, c'est vraiment la géopolitique, la géostratégie qui m'intéresse. Bon, après, la médecine, c'est pas trop mon domaine. c'est ça. Mais, mais par exemple, moi, je sais que j'avais lu une parole de l'imam Ash-Shafi'i. Lui aussi, il disait que depuis qu'on a laissé, qu'on a donné aux, aux chrétiens et aux juifs la, l'importance de la médecine naître comme ça, bah, nous, on fait plus rien, en fait. Ah, c'est Il l'a vrai. dit. Parce que quand on voit en Andalousie, à l'époque, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir des fitnas aussi. Les instruments de musique autorisés, les... il y avait la philosophie qui est apparue. Bon, après, je sais pas, ça, j'ai lu qu'il y avait de la divergence par rapport à la philosophie, mais il y en a qui disent que tu peux apprendre ça à la fin. C'est ça. Mais tu prends le Razali ou Ibn Taymiyyah, par exemple, pour la période médiévale, clairement, il te disait la philosophie, oui, mais au service de l'islam, enfin, la philosophie pour être maîtrisée et être utilisée lors du jidal, et puis pour que l'on puisse dégager la fausseté de la vérité. C'est encore une fois le discernement.
D'ailleurs, il y a la scolastique comme discipline justement philosophique que Ibn Taymiyyah avait développée, hein. C'est-à-dire qu'en Europe, on avait Saint Thomas d'Aquin, etc. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah qui valide la quasi-totalité de Ihya Ulumuddin de l'imam al-Ghazali. Ah oui, bon, même s'il y en a qui ont relevé des erreurs, bon, Oui, après moi, toujours pour... mais, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'Ibn Taymiyyah, quand même, c'est- s'il faut prendre une référence, c'est bien lui qui a étudié de long en large cette œuvre et il l'a critiqué sur des points précis. Euh, en même temps, en tant que Hanbali, forcément, au niveau de la Aqidah, il va critiquer les Ash'aira, donc forcément, il y a des choses sur lesquelles il va pas être d'accord. Mais concernant l'apport de cette œuvre au niveau de l'épistémologie, donc de l'entièreté des sciences, il te dit oui. Ihya Ulumuddin, oui. Et c'est même en français sur Ilm Shar'i qu'il y a ça, pour te dire. Même en français sur Ilm Shar'i, il y a cette information-là. Donc Al-Ghazali, voilà. Ah, mais c'est comme moi la claque que je me suis pris hier quand j'ai lu le passage de Ibn Qudama, là. Ah là là. Ah là là. C'est là, tu vois, la science, hein, la science et la largesse de la largeur, pardon, de la science. C'est pas, tu ne peux pas, absolument pas avoir des avis arrêtés. euh, C'est-à-dire, tu auras beau citer des sources en abondance, tu trouveras d'autres sources encore plus abondantes qui vont soit contredire. Oui, c'est là, moi, ce qui me fascine le plus dans le fiqh, c'est ça, c'est les contradictions, mais qui mènent en fait au progrès. C'est pas des contradictions qui mènent à la frustration. Au contraire. Et c'est pour ça qu'il faut être détaché. La science ne t'appartient pas, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Et ne serait-ce que la langue arabe. La langue arabe, c'est la langue elle-même, la philologie, mais pouf, subhanallah. Non, mais même juste pour dire, des fois quand je lis des textes qui viennent des quatre écoles, les quatre madhhabs, Non, des fois je me dis, mais en réalité, on en est très loin de ce que eux ils ont compris. non, Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle du mariage sur les réseaux, sur les trucs, on ramène toujours les mêmes choses. Toujours, toujours. c'est ça. Mais, mais Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui-même il disait, ceux qui augmentent les dots, Non. comme on peut le voir aujourd'hui, hein, des femmes qui veulent 35 dots. Non, mais je suis tombé, mais vraiment, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, mais ceux qui augmentent des dots plus élevées que les filles ou les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme des jahils, des ignorants. Non. Non, mais pour dire le point que c'est intéressant parfois quand tu lis des paroles que les gens ils ne mettent pas. On ne soupçonne pas, hein, vraiment. Les. Subhanallah al-Azim. C'est simple, hein. Par Et, exemple, pour, pour. Non. et pourtant, ces mêmes personnes, des fois, ils ont la compréhension de la langue arabe. Ils ont des livres qu'en arabe, mais Majmou al-Fatawa, ils Ah l'ont ben, pas. c'est ça. Ben, Ils d'ailleurs, prennent non, Ils prennent limite des petits livres simples. c'est ça. Non, mais ils savent pas que. Je sais pas, tu prends encore une fois. Là, on parlait de Majmou al-Fatawa. Euh, Majmou al-Fatawa, il est tellement large que le cheikh va s'exprimer sur deux fois sur le même sujet, mais à des époques, à des périodes différentes. Donc forcément, tu vas sortir
un seul avis, un seul ra'i. Euh, Après, tu vas sortir son contraire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, là où il est vraiment impressionnant, c'est sa maîtrise des différents courants dogmatiques et des différentes postures vis-à-vis du, des différentes postures théologiques. Par exemple, al-muta'attila, ceux qui sont dans le rejet de certaines sifat, de certains attributs. Euh, il y a ceux qui sont donc le Mujassima, contrairement aux accusations qu'on peut donner, qu'on peut faire à l'endroit d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, bon, il y en a certaines qui sont légitimes, mais Ibn Taymiyyah, lui, était très fort dans la critique des anthropomorphistes. Euh, Bah, rien que dans la Aqidah Sahiha, qui est un petit extrait, euh, on a pas mal déjà d'informations. Mais voilà, on ne peut pas rester sur des écrits qui sont en réalité des résumés, euh, qui sont des avant-goûts, des petits ouvrages initiatiques. On ne peut pas rester dessus. La science, c'est l'approfondissement. Mais même moi, je vois, j'avais des amis dans ma ville. Bon, après, je les ai tous délaissés parce que t'as beau leur faire le rappel, non, ils changent pas, quoi que ce soit et tout. Ils ont juste un seul livre chez eux, c'est le Coran. Mais ils l'ouvrent que pendant le Ramadan. Et Ah non, encore, parfois, ils ne pas. Donc, c'est ça. franchement, j'ai pas de mentir, j'étais dans une prison, moi, c'était dur. Non, mais sérieusement, pour faire le Ramadan, on n'était que quatre. Subhanallah. Et sans compter que t'en avais à la fenêtre, il me parlait, ça y est, c'est la fin c'est le soir, les chéyatines, ils sont déjà ouverts. Subhanallah. Il y en a pris, ils essayaient de faire le Ramadan, sans fumer et tout, Naam, mais, mais parfois ils n'y arrivaient pas. naam. Et c'est là qu'on voit que le danger de la cigarette et des trucs comme ça. Ah C'est oui, qu'il y en a, ils font plus le Ramadan à cause de ça. bien sûr, c'est pire que la nourriture. Non, la nicotine, le tabac, tout ça, c'est vraiment, a'yadou billah, c'est prenant. Ceux qui consomment ça sont vraiment en souffrance. Mais tu vois, la description que tu fais justement de la prison, hein, qui est une épreuve, euh, une des plus belles, puisque difficile, mais des plus gratifiantes, comme Youssouf, alayhi salam, euh, ce qu'il a pu connaître en prison, la difficulté, la souffrance et la patience qui doit. Ben, c'est très semblable à certaines. Les prisons sont semblables, franchement, à pas mal de. Sont semblables aux quartiers HLM, hein, sont semblables aux cités HLM, où les gens vivent dans des cages à poules, voilà, sont entourés de personnes qui versent dans la drogue ou qui versent de la violence, et les gens tournent en rond. Pour ça que Naam, c'est préférable en quelque sorte, vraiment je dis en quelque sorte, quand tu vis en milieu HLM, de grand ensemble, alhamdoulilah, Allah m'en a préservé, mais certains que je connais, enfin beaucoup que je connais, non, ils ont vécu vraiment dans ça, c'est-à-dire leur quotidien, tout le temps dans des endroits comme ça. Des fois, tu te dis mieux vaut être en prison que d'être là-dedans. Puisqu'au moins en prison, il y a un accès limité au péché. C'est ça. Bon, par contre, après, je peux pas te mentir, les conversations qu'ils ont, les détenus là-bas, c'est laisse tomber aussi, hein. Ouais, j'en ai eu le droit. Même un, je l'ai bloqué, je lui ai dit, c'est bon, toi, tu sors plus de ta cellule jusqu'à que je te le décide. Allahu Akbar. Ah ouais, non. Plein mois de Ramadan, il me parle de trucs Ouais, high-check. ouais, Et ouais. je vais faire, c'est bon, toi, confiné dans ta cellule.
Non, mais déjà de parler de ça, subhanallah, c'est grave. Et en plus pendant le Ramadan. Ouais. Mais tu vois, justement, Ah, Je l'ai confiné dans sa cellule. Les surveillants, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, il parle de ça pendant le ramadan, je le confine dans sa cellule. ah, il faut avoir de l'autorité, hein. Ah, mais surtout qu'en plus, je l'ai déjà vu se battre une fois, hein. Un jour, je l'ai clashé, hein, mais je lui ai dit, de toute façon, si tu veux te battre avec moi, il se bat comme il danse, en fait. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de violent, hein. Moi, j'ai horreur de la violence. Je tape pas. Mais là, j'étais à la limite, je prenais des folies, mais dans ma tête. Mais alhamdoulilah, la prison, ça m'a appris la patience, ça. Subhanallah. Ah, il y a des situations comme ça où tu... il y a beaucoup... La plupart du temps, en face, les personnes qui veulent en découdre gesticulent, hein, plus qu'autre chose. Et c'est des grands gestes, hein, c'est des grandes paroles, c'est des... Il y a peu de gens qui va, bah, comme on comparait, hein, on faisait la comparaison avec la situation militaire, les engagements militaires des grandes puissances, etc. Ils gesticulent beaucoup, mais en face, il y a des personnes qui combattent réellement. C'est C'est-à-dire... ça. Et pourtant, la personne, hein, juste si je dis son origine, c'est un Polonais juif, Oula. et j'ai rien contre lui, hein, mais je parlais tout le temps avec lui. Mais lui-même, mais je parlais tous les jours avec lui, hein. Mais me parler de ça, truc échec, mais à chaque fois qu'il me voyait, il me parlait de ça. Oh, des fois, je lui faisais la barre limite, hein. Moi, je lui ai dit, moi, de toute façon, les femmes, tant que je suis pas marié avec, il y a rien. Hmm. Ah, Mais lui, après, c'était encore pire. Lui, il était dans un délire. Je lui ai dit, mais vu les pratiques que tu fais, autant que t'ailles taper dans un homme, ça reviendra à la même chose, en fait. a'yadou billah, c'est grave. Non, c'est grave. Il y a des Non, gens mais qui... C'est un sujet c'est qui est très sensible et malheureusement, peu de gens, hommes comme femmes, hein. C'est pour ça que le din, alhamdulillah, nous donne le cadre légal pour cela. Mais les envies, euh, le fort intérieur, tout ça, ça, ça mène à, à une certaine, à une perte de lucidité. Voilà. La libido, ça mène à une perte de lucidité et bah, après ça en devient justement comme on l'a dit dans le zawaj et dans le nikah, c'est une chose qui apporte apporte un ajr, apporte une récompense et fait déjà sans nikah, sans zawaj, c'est un khizi selon le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un ajr fi le halal et dans le haram, c'est un khizi, une ignominie, mais encore plus quand il y a des déviances. Encore plus quand il y a des déviances. L'outriyatus sughra, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam dit Ityanu nisa min duburihinna l'outriyatus sughra. Le fait de s'approcher, même en français, ben, il y a des traductions qui sont très belles justement. Les anciennes traductions, on parlait plus de s'approcher que de s'accoupler, par exemple. S'approcher, donc qui veut dire s'accoupler, euh, avec les femmes par leur derrière, ceci est la petite homosexualité, je crois, un truc comme ça. exactement, exactement. C'est la petite loutia. Et donc rien que ça, voilà, c'est suffisant pour s'écarter du mal de ces choses-là. Et c'est honteux d'en parler à un autre. C'est honteux d'en parler à quelqu'un. Enfin, je sais pas, ton honneur à ce moment-là, il n'est plus là, quoi. Il a disparu, il s'est envolé. Ah, mais déjà, moi, quand il y a une femme qui s'approche de moi dehors, je suis déjà comme une fille, mais alors là, Alhamdulillah.
Ah ben au collège, c'est des scènes, hein, au lycée, collège surtout. Non, mais j'ai Ah, dit- j'ai 24 ans, j'étais au lycée l'année dernière parce que j'avais repris mes études parce que je ah. savais plus quoi faire. J'avais pas de travail, rien. J'ai repris mes études. Oh, laisse tomber les questions du droit. T'es marié, t'as une petite amie. Laisse-moi tranquille, je suis un être objectif. Ah non, moi franchement, j'étais dans mon coin, je parlais avec personne. Voilà, alhamdoulilah. C'est ça la hikmah, elle est là. Non, parce que ça sert à rien tout ça. Franchement, ça sert à rien tout ça. C'est fani, comment on appelle ça en français? Fani, en français, c'est superficiel. Et, et une fois que cette chose-là, cette satisfaction, elle est obtenue dans le haram déjà, laisse tomber. Mais dans le halal, même dans le halal, tu peux avoir une insatisfaction de la part de ton épouse ou elle de ta part. Euh, c'est vraiment quelque chose, voilà. La spiritualité, elle est là pour nous élever. C'est pour ça qu'il y a les adhkar avant de, avant de passer à l'acte avec son épouse, avec son époux. Il y a les adhkar, les awrad qui évoquent la baraka dans cette action. Mais on voit qu'il y a tout un préparatif, qu'il y a toute une préparation, qu'il y a des préparatifs avant. Mais lorsque c'est fait sans tout cela, comme c'est le cas du peuple de Lut, Qawm Lut, alayhi salam, bah c'est dénaturé, enfin c'est bestial, voilà, c'est bestial. Donc c'est pour ça que ces gens-là, un ta'dib, c'est très bien. Une remise une remise, on va dire, une remise en place, quoi. Une remise en place par les coups. Le ta'dib, de toute façon, c'est par les coups, hein. Tu fouettes ou tu tapes. Ces gens-là méritent ça, hein. C'est... Ah, mais je l'ai même dit, je leur ai même dit, moi, aux gens de ma classe, je vis pas dans le même monde que vous. Nah, Juste pour, je vis pas dans le même monde que vous. Moi, il n'y a pas de petit ami, je connais pas ça, ça existe pas chez moi. nah, c'est Je leur ai dit, c'est soit le mariage, soit il n'y a rien, en fait. exactement le khizi, c'est... Et même, tu vois, justement, il y a les A'imma Uzzab dont Ibn Taymiyyah fait partie, rahimahullah, ceux qui ne se sont jamais mariés, ceux qui n'ont même pas eu d'esclaves, de Dextre et qui pourquoi? Parce qu'ils se sont adonnés entièrement à la science, entièrement à la science, entièrement au jihad, à la da'wah. Euh, encore une fois, ce qui est beau avec la personne d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais on a la même chose, par exemple, chez les Maliki, on a euh, Khalil ibn Ishaq, qui était considéré par Ibn al-Qayyim comme étant l'auteur d'un livre provoquant la jalousie de tous les madhahib. Bon, déjà que le madhab maliki euh, est l'un des madhabs, franchement, le madhab le plus attaché au texte, c'est le madhab maliki. Bon, le madhab de l'imam Ahmed est a produit euh, une grande, un discours fort sur la atharia, sur l'attache au texte, mais parmi les premiers à fournir des textes complets, des livres complets de hadith et de fiqh, c'est les Maliki. Tu prends l'imam Malik avec son Muwatta, après la Mudawwana de l'imam Sahnoun, le Tamhid de l'imam Ibn Abdel Barr, c'est tout ça, ce sont des œuvres monumentales. Et donc le Mukhtasar Khalil ibn Ishaq, c'est et puis tu prends le Qadi Iyad, tu prends le Qadi Abu Bakr al-Arabi, Ibn al-Arabi, Voilà. al-Arabi, rahimahumullah jami'an. Franchement, tu regardes bien, la plupart même des sites internet ou des livres, même en français, enfin en arabe comme en français, c'est énormément de sources maliki. Parce que c'est le madhab qui a fourni le premier la tâche au texte, l'importance vis-à-vis des textes. Et
La conformité vis-à-vis de ceci. Donc tout ceci pour revenir à quoi? Pour revenir au fait que si tu consacres ta vie au ilm, mais tu n'as même pas le temps de penser à ça. Et eux, non, ils sont là. Les IL, maintenant on peut parler de IL. Non, mais au secours, la dernière fois, une fois, j'ai déjà été dragué par ça. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Non, mais c'est l'autre IA, ils sont partout. Hein. Le peuple de Lut, alayhi salam, est venu voir Lut, alayhi salam, quand ils ont eu comme information qu'il avait trois visiteurs, trois beaux visiteurs. Il leur a répondu que ceux-ci sont alors que ceux-ci que mes filles sont plus pures pour vous. Voilà. Donc les filles de son peuple sont plus pures pour vous et ne me causez pas de gêne vis-à-vis de mes invités. Euh, subhanallah, c'est même encore plus agressif dans le milieu LGBT. D'ailleurs, juste pour revenir ça, je crois que c'est en Tchétchénie. Ça, c'est interdit là. Et oui, c'est ça qui est fort, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire de légitime vis-à-vis de la gouvernance tchétchène, bah, Kadyrov, il dit clairement, comme aux journalistes français, ah bon, homosexuel chez moi, ça n'existe pas, peut-être chez vous. Même chez Poutine, je crois que, si je Ouais. me souviens bien, chez les Russes, je crois que c'est 20 ans de prison, un truc comme ça. Hein. Ah ben les Femen là-bas, laisse tomber. Disparition, sachant qu'ils ont la Sibérie, c'est pratique. Tu peux faire disparaître qui tu veux là-bas. D'ailleurs, en plus, je crois que c'est en Sibérie la première fois qu'ils ont testé leur bombe nucléaire, les Russes. Ah, c'est pas mal. Leurs premiers essais. Faudrait que j'essaye de retrouver le texte parce que je l'ai chez moi parce que en fait le livre c'est les affaires les plus étranges de Pierre Bellemare, un truc comme ça. Ah oui. Et du coup en fait des fois t'as des trucs tu le savais pas en fait pendant le Titanic par exemple tu le savais pas que t'avais des comment on appelle ça ceux qui font de la pêche mais illégitime. Piraterie? Non. Hmm. Ou de la chasse illégitime. Alors, ah, du braconnage. Voilà, il y avait des braconniers qui faisaient ça en fait. Il faisait de Mhm. la pêche illégitime et pendant le Titanic, pendant qu'il coulait, en fait, il y avait un navire qui était retrouvé, qui était juste à côté, mais qui est parti en vitesse juste après qu'il coulait le Titanic. Ah d'accord. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Des fois, t'as des histoires impressionnantes. Ah, c'est quelque chose. Mais par exemple, Hmm. tu vois. Mhm. Ouais. Et par exemple, si c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, comment on a su que Tchernobyl, non, ce qu'a eu ce qu'a eu la Sibérie, la zone russe qui a eu les essais nucléaires, c'est que c'est un chercheur qui a fait des recherches par rapport à Fukushima, les deux bombes nucléaires, Fukushima et Nagasaki. Ah, Un chercheur, il a fait des recherches et il a trouvé qu'en fait, ce qui s'est passé en Sibérie, c'était la même chose qu'à Fukushima et Nagasaki. ah, d'accord. Il faudrait retrouver ça, hein, parce que ça ferait profiter, ce serait très profitable euh, d'exposer cela, puisque là je regardais, j'ai tapé premier essai nucléaire soviétique, je tombe sur le polygone de... Alors comment ça s'appelle? Alors attends, polygone de... Alors, F1. En fait, les essais nucléaires euh, ou les grandes usines nucléaires, tu sais, avec les grands creux dans le sol, les grandes, les entonnoirs, on peut dire, gigantesques pour l'exploitation de l'uranium ou autre. Ça, ça a causé en fait l'édification de monuments,
de monuments qui resteront dans l'histoire et que l'archéologie future étudiera. Comme ça, le polygone nucléaire de Semipalatinsk. Semipalatinsk. Ou Semipalatinsk. Ouais, Tinsk. La mémoire irradiée. À quoi ressemble... Alors attends. Bah alors. Donc, explosion de la première bombe atomique russe. CVCE.EU. Donc, l'explosion de la première bombe atomique russe a eu lieu au Kazakhstan le 29 août 1949. L'Union soviétique procède à l'essai de sa première bombe atomique, un engin d'une puissance de 22 km testé sur le polygone nucléaire de Semipalatinsk au Kazakhstan. Tu vois, rien qu'en voyant ça, tu comprends que les conflits, on avait parlé la dernière fois du scénario américain, bah, notamment du directeur de la CIA, Dulles, concernant les différents conflits. La Russie, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, l'Inde, euh, toutes ces nations-là, il est impossible réellement de leur faire une guerre frontale. Tu ne peux pas. C'est impossible, tu te prends la bombe nucléaire direct. C'est ça, avec une précision actuelle qui est tellement... C'est-à-dire que l'avancée technologique, l'avancée militaire, l'avancée nucléaire est tellement importante que personne aujourd'hui n'emploie la bombe nucléaire. C'est parce que même la bombe nucléaire, en fait, c'est ça, c'est que s'il la jette, ça visera les autres pays voisins. Imagine-toi, la France, c'est déjà petit, l'Italie prendra, l'Allemagne prendra. Mhm. Et il y en a même qui disent que une attaque de la bombe nucléaire, même chez les Américains, ça pourrait toucher presque la moitié du territoire. Enfin, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est vraiment impressionnant, en fait. Mhm. Subhanallah. Bah, il y a un article de Slate.fr qui est assez pertinent quand même. Euh, Semipalatinsk, Kazakhstan. Euh, Parce que là, tout ce dont on parle, encore une fois, a un rapport direct avec, puisqu'on parle de la Russie, on parle de la stratégie militaire globale, donc forcément, c'est un rapport direct avec ce qui se passe en Ukraine. Et voilà, il faut que tout le monde se dise, parce que les Ukrainiens, voilà, font ce qu'ils font, euh, tiennent tête aux Russes, parce qu'ils se disent que jamais les Russes ne vont utiliser la bombe atomique. Ben, ils n'ont pas besoin non plus hein, pour arriver au bout, de- pour en finir avec les Ukrainiens, ils n'en ont pas besoin non plus. Mais on se souvient que la menace atomique était beaucoup plus euh, d'actualité dans les années 60-70, puisque c'était la course à l'armement atomique et donc les gens avaient peur qu'il y ait des débordements. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'évoque quasiment jamais, au sein d'un conflit armé, on n'évoque quasiment jamais la possibilité de son utilisation. Vraiment. Et là, je viens de tomber sur une information, c'est Zelensky, le président ukrainien. Il a dit aujourd'hui, il a demandé aux 27, aux dirigeants européens de l'OTAN s'il en fait partie. Et tout le monde ne répond pas. Ils Si ont quoi? tous. Zelensky, en fait, c'est un média, bon, pro-russe. Ouais. Et Zelensky, en fait, il dit, ouais, entre guillemets, il demande ouais, s'il fera partie de l'OTAN. Et tous les pays de l'OTAN répondent pas. سألت اليوم زعماء أوروبا 27 عما إذا كانت أوكرانيا ستكون في الناتو. سألت مباشرة الجميع خالفون euh, alors attends خالفون ou خان alors là ça bug un peu
Euh, Khaïfoun, voilà, Khaïfoun, la yujiboun. Ah ouais, clairement, c'est là où tu vois comment on appelle ça? La franchise des gens de l'Est. J'ai demandé aux 27 membres de l'Union européenne euh, attends, il a dit quoi exactement? Si l'Ukraine, attends, si du Fera coup, partie de l'OTAN. oui, si l'Ukraine fera partie de l'OTAN et tous étaient effrayés, Khaïfoun, et personne ne m'a répondu. C'est impressionnant, hein, la crainte de la Russie. Franchement, les pauvres. Sans compter que Emmanuel Macron, là, il est encore en train de parler. Ah ouais, d'ailleurs. Attends, faut que je vois ça, là. C'est sur quel... on va marquer allocution. Non, mais... Alors, le Conseil là. européen vient de se terminer. Emmanuel Macron va prendre la parole. Ah ouais, il est 2h54, là. Ouais, Emmanuel Macron accuse Vladimir Poutine de vouloir faire bégayer l'histoire européenne. Ah, Macron, la guerre est là sur notre sol. Ah ouais, carrément. Nous sommes en guerre contre l'islamisme, djihadisme. Maintenant, la guerre des Russes est sur le sol. Eh bien... Attends, après, je vais te laisser rapidement si tu es toujours là. D'accord, Vas-y, à tout de suite. vas-y tout de suite.